Alexandre Malafaye est également avec nous. Il est le président fondateur du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre Malafaye. Bonjour Dimitri Ponico. Alors on va peut-être, pour les auditeurs qui nous rejoignent, les leftards, ceux qui n'étaient pas avec nous dès 7h du matin pour Europe 1 Matin, dresser un petit peu le tableau général à l'issue de ce premier tour. J'en donne quelques éléments. Forte participation. On a près de 2 électeurs sur 3 qui sont allés voter. C'est 20 points de mieux qu'en 2022. C'est un sursaut spectaculaire. Il faut dire que l'abstention demeure le premier parti de France. Vous avez quoi, 49 millions d'électeurs. Vous en avez 32 millions qui sont allés voter. Mais sur ces 32 millions, vous en avez près de 11 qui ont choisi un candidat, Le Pen, Bardella, Ciotti. Juste derrière, pour la gauche, près de 9 millions de voix pour les candidats du nouveau Front Populaire. Et le camp d'Emmanuel Macron, 6 400 000 voix, quand même assez nettement en dessous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'en même temps, semble-t-il, n'est plus un dépassement, c'est un rétrécissement. Car les projections qui sont formulées pour le camp Macron, qui était à 245 sièges, dans l'Assemblée qui a été dissoute le 9 juin par Emmanuel Macron, là on serait à 90 sièges. Le président voulait une clarification, il l'a eu, Alexandre Malafaye. En fait, la clarification, elle vient du fait qu'on n'a pas voté correctement, comme on aurait voulu le faire, après un vrai débat lors de la présidentielle de 2022. Il faut quand même se souvenir de quelle façon la campagne s'est passée, de quelle façon le candidat président a refusé à esquiver l'obstacle de la présidentielle, s'est retrouvé systématiquement à choisir son temps, son calendrier, son terrain de jeu, et au bout du compte, il a choisi uniquement le débat du deuxième tour face à Marine Le Pen, et on n'a pas eu de vraie campagne présidentielle. Donc on a de fait accumulé forcément une forme de frustration qui s'est d'ailleurs traduite à la fois dans les scrutins en termes de mobilisation à l'heure de la présidentielle et lors des législatives où finalement on a eu un score de participation très faible. Et sauf que depuis, on n'a rien changé sur la façon de faire, on n'a rien changé sur la méthode. Macron, c'est 7 ans en fait d'échec de la méthode, et 2 ans plus tard, vous avez accumulé encore plus de rancœur. D'échec de la méthode, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Alexandre Malafaye ? C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la qualité des candidats qui sont aux affaires depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, ou quelle que soit la qualité de ceux qui arriveront, si on ne s'y prend pas bien pour gouverner un pays, vous allez dans le mur. Il faut être lucide avec les Français, il faut être pédagogue avec les Français. Il ne faut pas confondre pédagogie et communication. Il faut les respecter, il faut les écouter, il faut les protéger, il faut leur fixer un cap, il faut prendre en compte leur réalité. Il faut savoir fabriquer du consentement. Je parlais d'échec de la méthode. Emmanuel Macron, sa réforme de la retraite, on peut la trouver bonne. Mais la façon dont il l'a effectivement mise en œuvre, appliquée, la façon dans laquelle il a braqué tous les partenaires sociaux, il a réussi à passer en force, pensant qu'il s'était en marche dans la continuité de ce qu'il faisait jusque-là. Et le résultat des courses, c'est qu'il a braqué tout le monde. Et cette réforme, elle va remise en cause. Donc je reviens sur le fond. C'est échec de la méthode. Plus vous rajoutez à ça des échecs de comportement. Vous pouvez pas continuer, alors que 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, à continuer à utiliser les heures de Versailles pour aller faire des grands raouts. Pourquoi vous pouvez pas ? Parce que c'est choquant. Pour beaucoup de gens, c'est choquant. Un peu de sobriété, pour moi, c'est choquant. Moi, je trouve que c'est choquant. Je me mets à la place de plein de Français. On va pas recevoir les grands de ce monde. Vous avez largement de quoi faire à Paris. Vous avez largement de quoi faire à l'Élysée. Il n'y a pas besoin de faire trop de show-off. Vous considérez que Versailles, il ne faut plus le montrer aux Français ? Moi, je considère qu'à un moment donné, il faut retrouver le chemin de la sobriété dans la qualité de la parole politique et de la sobriété dans la façon dont vous allez user des biens de la République. Parce que c'est un message que vous envoyez aux Français. Écoutez, pour l'instant, on traverse une période difficile, on va tous faire attention. Vous pouvez très bien faire Choose France à l'Élysée. Il y a suffisamment de quoi organiser ce genre de grands événements, de grands raouts dans des endroits parisiens qui sont destinés pour ça. Et vous n'avez pas non plus besoin de privatiser le château de Versailles pour faire des belles photos vis-à-vis... C'est choquant pour beaucoup de gens. Moi, je le ressens comme ça et je vois autour de moi qu'on se dit, finalement, pourquoi bloquer une partie de Paris, une partie du périph', une partie de Versailles, tout ça pour faire du business. Voilà, très bien. C'était surtout pour la venue de Joe Biden. Oui, mais on le fait depuis 2000, on le fait depuis des années. Je pense que cette sobriété dans la façon de faire de la politique, elle fera partie de ce qui fabriquera du consentement et de retrouver le chemin de la confiance pour dire, ok, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas facile, mais ils font pas n'importe quoi et en tout cas, ils sont pas perchés. Ça, c'est un point important à mon avis. La question du style de pouvoir. Moi, je vous interpelle, auditeur d'Europe 1, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, ça vous choque, vous, la réquisition du château de Versailles pour accueillir les grands de ce monde ? Bah oui, mais c'est au nom de l'attractivité française. C'est bien d'en mettre plein la vue à des gens qui sont multimilliardaires et qui viennent en France aussi pour ces images-là, et notamment celle de Versailles. Bah oui, mais d'après Alexandre Malafaye, c'est choquant. J'aimerais bien vous entendre sur l'antenne d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Bah tiens, on va demander à Philippe Ballard qui est avec nous. Alors lui a été réélu dans un fauteuil dans sa circonscription de l'Oise hier soir. Philippe Ballard, bravo, félicitations. Vous allez vous rendre à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est à partir de mardi 14h que vous avez le droit de retourner à l'Assemblée, non ? Écoutez, vous me donnez l'information et je vous remercie. J'ai lu ça dans le journal ce matin. Hein. J'ai lu ça d'accord, écoutez, très bien, je vous remercie. Pour refaire votre badge, tout ça, reprendre votre bureau.
prendre. Oui, je pense que là, on va changer de bureau, par contre, parce que on sera. Alors, on l'espère avec une majorité absolue, mais enfin, un nombre conséquent de députés Rassemblement National. Je pense qu'il va y avoir une redistribution assez rapide des bureaux. Ah oui. Pourquoi vous n'étiez pas satisfait de votre Ah non, c'est pas ça. Non, mais on était 88, donc on nous avait mis pour certains. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, surtout ceux. Mais si, mais racontez-nous, parce que c'est du symbole, hein. Oui. Alors moi j'étais avec beaucoup de députés, je pense une bonne trentaine, voire quarantaine de députés Rassemblement National dans rue Aristide Briand. Alors c'est la rue qui borde l'Assemblée nationale. Il y en avait d'autres qui étaient rue de l'Université, mais là on va être quand même plusieurs dizaines, voire centaines. Je ne sais pas comment ils vont redispatcher tout cela. Puis il y a des groupes qui vont disparaître tout simplement, y compris, vous voyez, la réunion de groupe du mardi matin. Le plus gros groupe a droit à l'amphithéâtre de l'Assemblée nationale. On avait droit à une simple salle. Ça, voilà. Oui, on a un peu l'impression. Alors, il y a 39 députés RN et vos alliés réélus dès le premier tour. Donc vous-même, Philippe Ballard, mais citons aussi Julien Audoul, Edwige Diaz, Laure Lavalette, Sébastien Chenu, Marine Le Pen, évidemment, qui a annoncé sa réélection, je crois, était quelque chose comme 20h05, quelque chose comme ça. Et donc, un grand groupe, mais ça donne l'impression que vous vous y voyez déjà. Pardonnez-moi, je vous le dis un peu brutalement, Philippe Ballard, mais est-ce que vous vendez pas un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Vous avez évidemment suivi ce qui se passe en face, du côté du Nouveau Front Populaire, du côté de la Macronie, où tout le monde appelle à battre vos candidats, ceux qui sont en liste pour le second tour. Oui, alors déjà beaucoup d'humilité dans nos propos. C'est pas qu'on s'y voit, c'est que on va tout faire pour avoir la majorité absolue, donc 289 sièges. Si on regarde les projections à l'heure actuelle, on a déjà un groupe de plusieurs dizaines, enfin on est à 250 députés, donc voilà, non, on ne fanfaronne absolument pas, d'autant plus qu'on n'a pas la majorité absolue, donc il n'est pas question de fanfaronner. Alors après, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, depuis hier soir, en fait, on a le sentiment que nos oppositions n'ont plus qu'un seul programme, c'est battre le Rassemblement National. Absolument. 20 jours après la dissolution, on a un front Macron-Mélenchon. Faut quand même le faire. Et puis moi, j'écoutais un petit peu sur votre antenne ce matin ou d'autres, Monsieur Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui appelle à soutenir Madame Borne. Mais il n'y a pas eu un débat assez sévère, on va dire, à l'Assemblée nationale lors de la réforme des retraites. Il y a la candidate macroniste dans la circonscription de Monsieur Ruffin, LFI, qui se désiste, qui se retire pour faire passer Monsieur Ruffin. Enfin voilà, on a un front qui va de Monsieur Mélenchon à Monsieur Macron. Et puis ce que je voudrais dire quand même, c'est que les Français, vous savez qu'on a rencontré, alors campagne éclair, 15 jours, mais eux nous parlaient pas de ces histoires d'appareils politiques, ils nous parlaient pouvoir d'achat, sécurité, immigration, dette déficit, ça rime avec impôts et taxes. Voilà les préoccupations majeures. C'est pas ces petits arrangements, on essaie de sauver sa peau, et puis j'en terminerai par là, c'est quand même, il faut rappeler un seul chiffre, en 2022, le Rassemblement National, c'est 18% des suffrages. Oui. Hier soir, c'est 33% des suffrages. C'est près un quasi-doublement. Oui. Et oui, et moi, alors, mon cas a peu d'intérêt, mais tous les députés RN qui ont été réélus au premier tour, c'est à peu près le même étiage. Moi, j'étais à 35% au premier tour en 2022. Là, je suis à 53%. Voilà, il y a une dynamique de nos idées dans le pays. Et moi, je tiens vraiment à remercier Marine Le Pen pour ce qu'elle fait depuis plus de 10 ans et Jordan depuis quelques années. Si on en est là, c'est grâce à eux. On va se poser la question dans un instant avec vous, les auditeurs d'Europe 1. On va se poser la question de à quoi ça pourrait ressembler une France gouvernée par le Rassemblement National. Alors ça va pas être simple, évidemment, parce que on est en train de dresser des barricades de partout en face, à gauche et dans le camp macroniste. On écoutera aussi Bruno Le Maire dans quelques instants, qui appelle à voter pour le camp social-démocrate. Mais sauf que lui, il exclut la France Insoumise du camp social-démocrate. Alors, la logique n'est pas évidente. Et puis on donnera la parole à Guillaume Carayon, qui lui est bien placé, est en ballottage favorable pour le second tour dans sa circonscription du Tarn. Alors lui, sous la bannière Les Républicains RN compatibles. Vous êtes avec nous sur Europe 1 pour participer à l'émission. On vous attend, chers auditeurs. 01 80 20 39 21. Prenez la parole. Émission spéciale décryptage du premier tour des élections législatives jusqu'à 11h avec Dimitri Pavlenko. Europe 1.